Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des meilleurs artisans de France. Vous le savez, notre mission c'est de parcourir le pays pour rencontrer des passionnés d'artisanat. Et cet épisode n'échappera pas à cette règle grâce à Brico Dépôt, partenaire de cette tournée, qui nous accueille aujourd'hui dans son magasin de Volpénil où nous avons posé nos micros. À l'image de la plupart des villes et villages français, son cœur historique s'est étendu au fil des années au gré des constructions qui furent dédiées tant à l'habitat qu'au commerce ou encore à l'industrie. Alors elles sont souvent prisées pour la flânerie, ces rues pittoresques qui sont généralement ponctuées de monuments anciens. Mais pourtant, ce ne sont pas toujours les alliés des chantiers devant s'y dérouler, tant pour des raisons logistiques que techniques. Ce sont alors tant les clients que les artisans qui doivent faire preuve de créativité pour réaliser ces missions qui relèvent parfois presque de l'impossible. Experts en la matière, j'ai convié autour de l'établi 2 invités qui vont pouvoir nous partager leurs expériences, dans le meilleur comme dans le pire, au sujet de ces chantiers de ville. J'ai le plaisir d'accueillir autour du micro Romain Dondelinger, j'ai bien prononcé ? C'est parfait. Que tu es plombier à vélo, c'est ça ? Ouais. Est-ce que c'est ton nom d'entreprise ou c'est juste ton surnom sur les réseaux ? Mon nom d'entreprise, c'est Le Petit Plombier à vélo. Ah, donc voilà, vraiment là on est très précis et on sait à qui on a affaire, du coup, un plombier qui est à vélo. Ça va être un regard qui va être très intéressant dans cette discussion. Avec toi, on a Thomas Dagomer. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors toi, tu n'es pas plombier, tu n'es pas non plus à vélo. Non, effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer tes fonctions ? Alors moi, je suis directeur marketing chez Stellantis Pro One et je représente aujourd'hui la marque Citroën, qui est évidemment un des leaders du véhicule utilitaire en France. Je confirme, je suis un Citroën en tant que menuisière. Félicitations. Heureusement. Alors justement, entre les restrictions de circulation, la colère des riverains, parce que peut-être que vous habitez en ville, je ne sais pas, mais il peut y avoir aussi du bruit, de la poussière. C'est dur de faire un chantier en ville. Je sais qu'on est nombreux, quand on a une demande avec une adresse qui est en centre-ville, à se poser des questions avant même de rencontrer le client et de voir le chantier, parce qu'on sait que ça va être compliqué, très souvent compliqué, que ça soit avec la mairie, si on doit avoir des autorisations. Alors, est-ce que selon vous, c'est devenu mission impossible ou finalement ça a toujours été comme ça et on s'en accommode ? On va peut-être commencer par toi, Romain. Alors justement, toi tu interviens vraiment en région parisienne, donc tu es quand même souvent dans des endroits très citadins ? Alors, j'interviens uniquement sur Paris. Voilà, même un petit peu la banlieue. En fait, moi, j'habite dans le cœur de Paris, du quartier de République, et j'interviens essentiellement dans Paris intramuros, un petit peu dans la petite couronne nord-est, parce que c'est pas très loin de chez moi, mais voilà, uniquement en milieu urbain très très dense. Et ça fait combien de temps que tu es installé, enfin, que tu es artisan ? Est-ce que tu as toujours été à ton compte ou tu as été salarié auparavant ? Alors, ça fait 6 ans que je suis plombier. Avant, je viens d'un autre univers, j'étais dans la com et le marketing. Je me suis reconverti pour devenir plombier, avec une idée en tête, j'ai jamais envisagé de faire ce métier autrement qu'en vélo, dans une grande ville. Et donc, ça fait 6 ans que je suis plombier et 3 ans que je suis à mon compte. D'accord. Et j'imagine aussi que c'est lié à des contraintes organisationnelles, parce que dès que tu as un véhicule, ça veut dire qu'en ville, il te faut un espace dédié. Toi, tu as un atelier pour ton activité ou tu as juste un petit local pour mettre tes marchandises, tes outils ? Ça se passe comment ? Alors, je loue en fait une place de parking boxée en souterrain dans lequel se trouvent mon vélo, mes outils et un petit peu de matériel, des raccords, des kits de chasse d'eau. Qui doit déjà coûter le prix d'un atelier en campagne française traditionnelle, parce que j'imagine que le foncier est déjà très très cher, que ce soit à l'achat ou à la location dans tes Alors, à dans la les zones où tu location, travailles. pour être tout à fait transparent, je suis à un petit peu moins de 200 € par mois. D'accord. Donc ça te permet justement d'avoir un budget supplémentaire pour t'équiper ou Voilà, c'est pour ça. avoir autre chose. D'accord. Alors justement, Thomas, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier ce volet de l'accessibilité quand on achète. On peut trouver une jolie maison ou même à vouloir investir pour faire des logements de location, peu importe. Mais la problématique du stationnement en centre-ville, elle est réelle. Est-ce que justement, dans l'évolution des véhicules qui ont été mis sur le marché au fil des années, avec les places de stationnement qu'on réduit et choses comme ça, vous avez au fur et à mesure adapté votre offre, peut-être adapté les gabarits pour quand même répondre à la problématique de pouvoir transporter du matériel, des charges, mais pour autant arriver à se stationner ou passer dans des petites ruelles un peu étroites. C'est quoi la démarche ? Elle est quand même proactive, j'imagine ? Oui, elle est proactive, bien sûr. Après, la gamme, elle répond aux besoins des artisans et les premiers besoins des artisans, ça reste néanmoins la charge utile, le volume utile. C'est-à-dire qu'un artisan qui a besoin de transporter des plaques de placo, il va pas pouvoir acheter un véhicule plus compact parce qu'il a des difficultés à se garer, par exemple, à Paris. Donc, il va continuer d'acheter un véhicule qui permet de mettre ses plaques de placo.
En revanche, là où on propose une offre la plus étendue possible, c'est qu'on est capable, pour un artisan qui aurait vraiment une boîte à outils à transporter, on va lui proposer une Citroën Ami avec un petit pack cargo. Ça lui permettra de stocker 400 litres de marchandises et de se garer à peu près n'importe où, y compris dans les zones les plus inaccessibles. Ouais. Et toi, tu as toujours été en vélo, même à tes débuts? C'était vraiment la logique inévitable pour toi? Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, je viens d'un autre univers professionnel, donc j'ai dû me former à la plomberie. Je suis parti chez les Compagnons du Devoir pour passer mon CAP. Et donc, pendant cette année, j'étais en alternance. Et donc, pendant mon année d'apprentissage, j'étais dans une entreprise qui se déplaçait en camionnette. Assez rapidement, ça m'a saoulé de passer 45 minutes à chercher une place. Donc, moi, j'ai pris mon scooter électrique et je disais au plombier que j'accompagnais. On se rejoint sur le chantier. Mais du coup, il était bien content parce que quand il manquait un raccord ou quelque chose qu'il fallait chercher chez le fournisseur, plutôt qu'il prenne sa voiture, qu'il reperde 45 minutes pour retrouver une place devant chez le fournisseur, puis qu'il reperde encore 45 minutes pour revenir chez le client, moi, je faisais un tour de scooter et c'était plié. C'était beaucoup plus rapide. Et donc, à part cette année où j'étais à moitié camionnette, à moitié scooter électrique, dès que j'ai eu mon CAP, j'ai travaillé pour un patron qui, lui, déjà était en vélo. Et donc, c'est là où j'ai découvert vraiment le quotidien de plombier à vélo, comment on s'organise, avec quels outils on travaille. J'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans pour cette personne. Et après, je me suis mis à mon compte en 2023. Oui, j'imagine aussi que c'est un petit peu comme quand tu as un véhicule thermique ou électrique, j'allais dire un utilitaire traditionnel. En fait, il faut prendre ses marques. Au tout début, quand tu as ton véhicule, tu vas mettre un certain aménagement. Tu vas dire finalement, non, ma perceuse qui est toujours à l'autre bout, je dois chevaucher tout ce que j'ai stocké, ça va pas. Il y a quand même une période d'adaptation, peu importe le véhicule. Alors en fait, tu t'adaptes de différentes manières. Déjà, en termes d'outillage, effectivement, je ne vais pas venir avec la scie sabre qui est super longue comme ça. Il existe des modèles réduits en 12 volts, que ce soit la scie sabre, la disqueuse, le petit outil multitool, tout ça en format mini. Donc, du coup, ça permet de gagner de la place. Et souvent, ce qu'on me dit aussi, ouais, mais c'est cool ton vélo, mais t'as pas tous tes outils. Oui, mais toi, dans ta grosse camionnette, t'as tous tes outils. Est-ce que tous les jours, tu utilises tous tes outils? Bah non. Une journée, moi, où j'ai pas de débouchage, j'ai pas la nécessité d'avoir mon matériel de débouchage. La journée où je travaille pas le cuivre, j'ai pas la nécessité d'avoir mon chalumeau ou ma sertisseuse. Donc en fait, tous les soirs, quand je rentre à mon atelier, je vide mon vélo cargo, et je le remplis avec les outils dont j'aurai besoin le lendemain. Et ça me permet de faire mes journées tranquillement sans être surchargé. Et on n'a jamais besoin de tous les outils dont on a dans notre atelier. Thomas, justement, quand vous êtes dans une concession, qu'il y a un professionnel qui vient, est-ce que les lieux d'intervention font partie justement des questions que vous allez poser pour orienter au mieux le choix, ou est-ce qu'au final, en fait, ça a très peu d'impact par rapport aux véhicules que les artisans finissent toujours par choisir? Parce que j'imagine que malgré les nouvelles offres, les nouvelles gammes, il y a quand même des habitudes dans l'artisanat. On veut toujours le même volume, on veut toujours la même hauteur sous plafond et choses comme ça. Est-ce que vous avez vu des habitudes de consommation évoluer? Il y a des habitudes, c'est clair. Un artisan qui est habitué à une taille de fourgon, qui en est satisfait, qui arrive à faire tout son travail avec, à transporter toutes les charges qu'il a besoin de travailler, va pas par défaut comme ça changer de ses habitudes. Là où nous on est force de proposition et dans les questionnements quelque part que vont faire nos forces de vente pour bien déterminer le véhicule approprié, on va aujourd'hui non seulement partir de la taille du fourgon, mais aussi on va beaucoup parler des aménagements. Parce qu'on sait qu'énormément des artisans ont besoin d'aménager leur véhicule pour transporter. Romain a mentionné tout à l'heure une perceuse, des scies sabres, etc. Et quelque part, ces équipements-là, il faut qu'ils puissent voyager en sécurité, en étant accrochés dans le véhicule. Et donc, de plus en plus, on propose de la personnalisation justement dans l'espace de chargement et vraiment adapté sur mesure pour nos clients. Et ce qui est intéressant, j'avais vu pas mal de statistiques pour préparer cette émission, notamment une statistique qui vient de France Logistique, parce que tu parlais du volume, de l'aménagement. Et c'est vrai que l'objectif, c'est toujours que tout rentre. Mais souvent, on a trop de place. Ils font ressortir le fait qu'en ville, 50% des mouvements de véhicules de livraison sont opérés donc en compte propre, c'est-à-dire par les artisans ou les commerçants eux-mêmes, avec leurs propres camionnettes qui sont souvent sous-optimisées ou à moitié vides. Donc des fois, on va avoir ponctuellement besoin de beaucoup de volume, mais ce ne sera pas en général le quotidien de l'artisan de toujours transporter des choses encombrantes. Donc est-ce que peut-être aussi dans les habitudes de consommation, ce qui va
peut-être se développer avec les années, c'est d'avoir un véhicule quotidien et puis ponctuellement peut-être pouvoir aller voir son concessionnaire pour faire de la location longue durée sur un chantier dont on sait qu'on va avoir besoin de transporter les déchets, parce que là aussi la problématique du centre-ville, c'est qu'on a des grosses difficultés à stocker des matériaux sur la voie publique ou à stocker des déchets. Donc c'est-à-dire que tous les matins il faut ramener les parpaings, tous les soirs il faut ramener les palettes. Donc peut-être que ponctuellement on a des gros besoins mais que c'est pas le quotidien. Est-ce que ça c'est des choses aussi qui ont évolué dans les mentalités des artisans, de se dire voilà, plus de flexibilité et pas forcément le même véhicule pendant 6 ans sur tous mes chantiers? Je vais répondre, ça va être une réponse de Normand et je m'en excuse, mais oui et non. Oui et non, au sens où l'artisan, il va souvent conduire son véhicule tous les jours de la semaine et son véhicule doit être hyper polyvalent. Et quelque part, il va être peut-être effectivement, comme tu le disais, dimensionné pour le maximum de la charge que je vais avoir à transporter dans la semaine. On a relativement peu de clients aujourd'hui, parce qu'on vend beaucoup à des petites structures, on vend également à des grands comptes, mais qui vont avoir un véhicule pour 80% de leur activité, et puis qui vont aller, à la limite chez leur concession Citroën, louer un véhicule en rent pour une journée parce qu'ils ont besoin d'un jumper, un d'un peu comme véhicule on fait plus avec dimensionné. l'outillage, c'est-à-dire que tu as tout ton outillage comme tu disais Romain tout à l'heure, puis ponctuellement tu as besoin d'un marteau-piqueur que tu n'as pas chez toi, tu vas pas forcément investir, tu vas aller dans un magasin de location, l'emprunter pour 1 ou 2 semaines et tu le ramènes. Finalement, peut-être que le véhicule, c'est aussi une possibilité à laquelle on pense pas toujours. C'en est une de fait. Après, l'artisan, il est toujours aussi focalisé sur sa productivité quelque part, hein, le temps passé pour aller louer un véhicule, le récupérer, le redéposer après, c'est du temps d'exploitation perdu. Tout comme quand on doit chercher une place de stationnement, qu'on est garé à 40 minutes, qu'on doit faire des allers-retours, dans ta journée, tu vas perdre 40% de ton temps à faire des déplacements pour aller chercher un tournevis ou autre chose. Quoi. Moi, j'ai la chance d'être le local de l'étape. J'habite à quelques kilomètres de Vol-Pénil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les problématiques des artisans dans la région sont pas celles, effectivement, qu'on peut rencontrer dans une grande ville comme Paris. Alors justement, Romain, il est peut-être pas trop impacté par ça, mais il y a aussi la problématique des émissions, des polluants. Là, les zones sont en train d'être revues, mais pendant de longues années, on n'avait pas le droit d'aller dans certains quartiers si on n'avait pas un véhicule qui était adapté. Donc j'imagine aussi que du côté des constructeurs, la motorisation elle a été revue, et c'est ce qui a aussi amené à l'essor des véhicules électriques. Aujourd'hui, vos véhicules utilitaires électriques, ils répondent aux mêmes performances que les véhicules thermiques ou pas du tout? Parce que c'est valable pour vous, mais j'imagine que c'est valable en fait pour vos concurrents aussi. Vous avez des évolutions technologiques qui sont à peu près semblables. Bien sûr, on a complètement revu nos gammes il y a à peine 2 ans chez Citroën, en 2024. Aujourd'hui, sur toutes les gammes, on propose des motorisations électriques avec des autonomies jusqu'à 424 km. Et en termes de capacité, de volume utile, le cahier des charges, il était relativement simple. J'ai le même besoin sur un véhicule diesel que sur un véhicule électrique. Parce que l'artisan, il va transporter les mêmes choses. Donc clairement, aujourd'hui, on propose sur toutes les gammes, quelles que soient les gammes qu'on évoque, hein, les petits fourgons, les moyens fourgons, les grands fourgons, on va avoir les mêmes capacités en termes de charge utile et de volume utile sur une motorisation électrique. Et on voit effectivement une accélération en ce moment des ventes de véhicules électriques. Ouais. Et toi, justement, Romain, tu as quand même en tête le plombier qui a le chauffe-eau énorme à transporter. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà un petit peu chiffré des fois des volumes ou des masses que tu arrivais à transporter qui peut-être surprenaient un petit peu tes collègues qui sont plus traditionnels dans des véhicules utilitaires? Alors justement, tu parlais du chauffe-eau et c'est un très bon exemple. En théorie, enfin officiellement, alors moi j'ai un vélo, un biporteur, donc c'est un vélo normal, une roue devant, une roue derrière, sauf que ma roue devant, elle est 1 mètre plus loin que sur un vélo normal, et dans cet espace, du coup, il y a une énorme caisse, et cette caisse, elle a 100 kilos je peux porter 100 kilos dans la caisse et 100 kilos au-dessus de la caisse. Donc ça, c'est à l'avant de ton véhicule. Ouais, exactement. Donc tu vas être un peu limité sur la hauteur, j'imagine, pour la visibilité. Ça va être juste ta problématique. C'est ça. Et du coup, pour la petite histoire, quand j'installe un chauffe-eau, donc j'ai quand même besoin de ma perceuse, de ma grosse caisse à outils, enfin de pas mal de matériel que je mets dans ma caisse. Et le chauffe-eau, je l'accroche au-dessus de ma caisse. Donc là, généralement, c'est assez impressionnant. Donc à l'horizontale. À l'horizontale, comme un. Pour ouvrir la portière. Comme en une même temps. aile. Ouais, c'est clair. Alors généralement, quand les gens me voient arriver, que ce soit les piétons, les vélos, les voitures, je fais assez peur parce que c'est imposant. Donc généralement, les gens s'écartent. Donc je voyage en toute sécurité. Et j'ai porté jusqu'à un chauffe-eau de 150 litres sur le vélo. Et c'est pas mal. Oui, parce que quand tu le remplaces, que tu démontes l'ancien qui était plein de calcaire
et qui fait le triple du poids. Il faut arriver à le brasser, à le mettre dessus. Exactement. Donc ça sous-entend quand même pas mal de points d'accroche, j'imagine aussi, pour pouvoir tout bien sangler et être en sécurité. Ouais, alors sur MyCase, il y a des petits crochets sur les côtés où effectivement je peux mettre des tendeurs ou des sangles, ouais, pour bien accrocher tout ça. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée est-ce que la solution pour les artisans, ce serait pas d'avoir un petit véhicule et occasionnellement d'avoir quelque chose de plus gros. La problématique se pose aussi en vélo. Et en fait, depuis quelques années, depuis que je suis à mon compte depuis 3 ans, il y a plein de services qui ont un peu poussé comme ça et qui proposent aux artisans de livrer directement sur le chantier. Par exemple, pour ne pas perdre sa fameuse place de stationnement qu'on a mis 45 minutes à avoir, on peut passer par exemple, je sais que la plateforme du bâtiment, eux, tu peux acheter chez eux et ils te livrent en vélo cargo. Moi-même, en vélo, une fois je devais installer un plan de travail pour un évier. Il tenait clairement pas sur mon vélo, même enfin dans n'importe quelle position, il tenait pas. Donc du coup, je me suis fait livrer également avec un vélo plus gros. Et alors moi, je fais pas de gros chantiers de rénovation. Je fais surtout des dépannages, mais je sais qu'il y a des entreprises qui font de plomberie à vélo, qui, quand ils ont besoin de faire une rénovation de salle de bain et qui doivent transporter du carrelage, qui doivent transporter des baignoires, des parois douches et tout ça, ils passent aussi par des services à vélo. Et en fait, faut imaginer donc déjà mon vélo qui est super gros, et derrière, tu accroches une remorque qui fait 3 mètres de long, et là, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et tu as eu des aides pour t'équiper avec ce véhicule-là ou pas Pour du le tout? vélo, ouais. Alors moi, je l'ai acheté neuf parce que si tu achètes d'occasion, tu peux pas avoir les aides. Et je l'ai acheté donc il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, je crois qu'il y avait un peu plus d'aides que maintenant. J'ai bénéficié d'un programme qui s'appelait ma cyclo-entreprise, je crois. Il y a aussi l'aide de la mairie, l'aide de la région, l'aide de l'État. Enfin, il y a des aides dans tous les sens. Il y a le chèque efficacité énergétique qui permet aussi de récupérer de l'argent suite à l'achat du vélo. Donc en fait, j'ai remboursé plus de la moitié du prix du vélo grâce aux aides en fait. Et tous les ans, tu le rembourses grâce aux amendes que tu prends pas alors pour le stationnement interdit? Aussi, exact. Avec le vélo, t'as pas d'essence et vu ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt cool. T'as pas de frais de stationnement. Pas des frais de barre de céréales pour avoir un peu d'énergie de temps en temps. Ouais, voilà, c'est ça. Disons, ouais, et puis le seul truc qu'on reste, c'est quelques petites amendes du genre, on peut pas avoir des écouteurs aux oreilles. Si on grille des feux rouges, on est comme une voiture, on se fait verbaliser. Mais effectivement, le budget amende en vélo est beaucoup plus bas que pour un utilitaire. Toi, tu sais à peu près combien ça te coûte à l'année, vu que tu es vraiment Mes en amendes, plein centre de Paris. T'as déjà chiffré ça? Chaque année, tu as provisionné ça? Sachant que tu Non. allais te faire un petit peu... Alors, je me suis fait attraper une fois avec les écouteurs. Et en fait, je suis tombé sur un policier très sympa qui m'a expliqué que j'avais pas le droit, etc. Et donc, depuis, j'ai ma petite sono sur le côté. Donc ça, on a le droit. Et en vrai, maintenant, je comprends. Parce que quand je vois d'autres vélos avec les écouteurs et que moi, j'arrive avec mon gros chauffe-eau et j'ai beau mettre des coups de sonnette et qu'ils entendent pas parce qu'ils ont les écouteurs, je comprends pourquoi il faut pas avoir les écouteurs. Puis je pense que ça te fait un a priori très positif pour le client. Quand il te voit arriver, qu'il fait pas beau, qu'il fait froid, et que toi t'es courageux en vélo, il a envie de te payer un petit café. Voilà. J'ai déjà eu plusieurs clients qui m'ont fait ces réflexions, qui m'ont dit quand vous voyez arriver comme ça, tout frais, dispo sur le vélo. Il y en a une fois aussi parce que on souffre aussi nous les plombiers de ce cliché comme quoi les plombiers sont des voleurs, ils viennent nous arnaquer, etc. Une fois il y a un client qui m'a dit quand on sait que vous traversez tout Paris sous la pluie, c'est pas pour venir nous arnaquer, quoi. C'est parce que vous êtes motivé par le boulot, quoi. Donc Romain parlait de la difficulté des fois de se stationner dans les centres-villes. Est-ce que justement, au fur et à mesure des années, il y a des options qui sont apparues sur les véhicules pour faciliter le stationnement, la visibilité, les angles morts, etc. On voit pas toujours le petit plot, le rétroviseur qui est voisin. Le vélo. Quelles sont les options Quelles sont les options qui maintenant aident au mieux les artisans quand ils se stationnent dans des ruelles un petit peu compliquées? Le but, c'est de tout voir. Donc, c'est de tout voir. Effectivement, depuis quelques années, on a beaucoup rééquipé les véhicules utilitaires. Aujourd'hui, un véhicule utilitaire, il va avoir les mêmes équipements, les mêmes options qu'un véhicule particulier parce que l'artisan, il va apprécier tous les équipements technologiques qu'on peut lui apporter, aussi bien sur son utilitaire que sur son véhicule particulier. Et par exemple, sur toute la gamme Citroën aujourd'hui, on va avoir un rétro intérieur numérique. Donc, sur les fourgons tôlés, on voit en permanence ce qui se passe derrière. On a des caméras de recul. On a un système qui s'appelle le Dynamic Surround View, qui permet aussi d'avoir, en plus, une caméra en latéral qui permet vraiment de voir dans le rétroviseur numérique ce petit plot qui, potentiellement pourrait esquinter la carrosserie du véhicule. D'accord. Et c'est important pour les artisans parce que quelque part c'est une économie d'argent aussi. Le maintien de la propreté, de l'état de leur véhicule, c'est des coûts en moins en réparation.
Et alors justement, est-ce que tu penses que ça va se développer dans les années à venir, peut-être les collaborations entre les concessionnaires, à l'image de Citroën, des fabricants d'utilitaires purs et durs, gros volume, avec peut-être des solutions plus douces dans les centres-villes? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des partenariats qui font que il y a des jonctions qui se font entre ces deux milieux qui peuvent paraître différents, mais qui au final ont le même but, c'est-à-dire faire ce dernier kilomètre qui est le plus coûteux. On le rappelle, le dernier kilomètre, quand on fait livrer, que ce soit un chauffe-eau ou peu importe le produit, c'est celui qui va être le plus long et le plus cher à financer pour le client. Est-ce que tu penses que ça peut venir, ça, à l'avenir? Oui, on y réfléchit clairement. Et vous savez, on a eu chez Stellantis un Investor Day la semaine dernière. Et donc, on a révélé un projet de véhicule qui sera présenté au salon d'Hanovre à la rentrée et qu'on appelle Box on Wheels, qui sera vraiment un outil pour traiter ce dernier kilomètre, ces derniers 500 mètres et réduire les coûts, effectivement, dont on sait qu'ils sont très élevés. Et par exemple, pour livrer un chauffe-eau, peut-être que demain, on aura une box autonome qui va faire la livraison d'un point de livraison au client final. Et puis le véhicule, il ira lui-même se garer. On déchargera le chauffe-eau et puis le véhicule rentrera dans son centre logistique. Ouais, ou alors il y a des solutions qui sont évoquées, peut-être de mettre en centre-ville des petites plateformes dédiées qui permettent justement de faire livrer le chauffe-eau, les panneaux de bois, les plans de travail. Et puis après, du coup, ça fait un petit point de dépôt temporaire que l'artisan peut aller ouvrir quand il le souhaite, le jour, la nuit, parce que c'est ça aussi peut-être des stratégies, ça va être de choisir des moments où il y a moins de véhicules sur la route. Est-ce que toi, tu adaptes tes horaires de passage ou de transport pour justement essayer de ne pas être dans les gros bouchons de Paris? Ça se passe comment ta journée type? Ma journée type commence par j'emmène mes enfants à l'école. En vélo? Non, à pied. Dans la caisse? À pied. Je rêverais de pouvoir les... Non, on a un long tail, on a un autre vélo où je les balade derrière moi. Mais non, je les emmène à pied parce que l'école est dans le quartier. Et après, du coup, je vais prendre mon vélo. Donc, on est aux alentours de 8h30. Et le temps de charger le vélo, de me préparer tout ça, j'essaie d'éviter d'être sur les pistes cyclables après 9h15, 9h20, parce que là, on a tous les gens qui partent au travail en vélo. Et surtout, en ce moment, il fait beau, donc tout le monde a décidé de prendre le vélo. Et faire du vélo à Paris, c'est quand même une certaine gymnastique, et il y en a qui font un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'essaie d'éviter le rush des vélos, des gens qui vont au travail, et le soir, pareil. Mais parfois, j'ai pas le choix, donc je me retrouve dans ce rush-là. Après, les embouteillages des voitures, pour moi, c'est pas un souci, parce que depuis des années, depuis que je suis devenu plombier, en fait, les pistes cyclables, elles ont fleuri partout dans Paris. Rue de Rivoli, qui est la plus grosse avenue qui traverse tout Paris d'est en ouest, on ne peut plus la prendre que maintenant en vélo ou en bus ou en taxi. Donc pour nous, c'est une autoroute à vélo et c'est génial de la prendre. Donc ouais, on circule très très facilement maintenant en vélo dans Paris. En toute sécurité, il y a des pistes vraiment cyclables partout. Ouais, c'est le cas de plusieurs métropoles françaises d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est intéressant. Après, il faut encore aller au-delà de la démarche et trouver des places de stationnement dédiées au vélo, parce que quand tout est empilé et qu'il n'y a pas moyen de récupérer son vélo parce qu'il y en a 5 qui se sont couchés dessus, c'est pas toujours très très simple. Enfin, on entend parler de peut-être des projets de verbaliser les vélos qui se gareraient, comme à l'époque les motos sur le trottoir. Et en fait, nous, la problématique qu'on rencontre en tant qu'artisan à vélo, avec un gros vélo cargo, c'est-à-dire que les places de vélo prévues sont trop petites pour nos vélos cargo. Et donc là, ils ont commencé à créer des places pour les vélos cargo, mais ça reste encore très minoritaire dans les quartiers à Paris. Mais un petit peu d'ailleurs la problématique des véhicules utilitaires. Exactement. Quand on doit se stationner dans les parkings publics. Moi, j'ai fait un chantier il n'y a pas très longtemps dans une ville de mon département, et force était de constater que quand je suis rentrée avec mon gros Citroën, parce que je transporte des gros panneaux de bois, au rez-de-chaussée, il y avait des places de stationnement dédiées aux utilitaires. Et bien, elles étaient prises par des SUV qui voulaient surtout pas abîmer leurs portières dans les étages contre les poteaux du stationnement. Donc c'est la problématique, c'est que même dans les stationnements qui sont dédiés à ça, eh bien on a du mal. Donc que ce soit un vélo qui est aménagé à du volume ou un utilitaire, c'est très dur de se stationner, quand bien même il y a des places qui sont prévues. Exactement, ouais. Et alors on pourrait se dire que moi, en tant qu'artisan, je peux aussi me garer sur les places de livraison ou sur les places de voiture, etc. Et au début pas de mon activité, mais quand j'étais salarié et que je faisais ça en vélo, ça m'arrivait de me garer sur des places de voiture. Et les places de voiture sont tellement rares et chères que quand quelqu'un avec une voiture et qui voit un vélo, il le déplace. Et je me suis retrouvé avec des rayons cassés, des trucs comme ça. Donc du coup, je le fais plus. Je me mets plus sur les places de voiture et surtout pas les places de livraison, parce que pareil, les gars, ils
prennent ton vélo, ils le portent même s'il est lourd et ils peuvent l'endommager. Mais justement, en plus, toi, c'est un véhicule qui a quand même une certaine valeur. T'as pas peur qu'un jour, il y a quelqu'un qui passe, couvre son utilitaire, qui le charge dedans et basta? Est-ce que tu t'es trouvé des stratégies, peut-être des traceurs GPS, des choses comme Ouais. ça, pour pouvoir le localiser facilement? Alors j'avais vu une stat comme ça qui disait que à Paris, alors je parle pas d'un vélo cargo super lourd comme le mien, mais d'un vélo normal de quelqu'un qui va au travail en vélo. Un vélo se fait voler toutes les 2 minutes à Paris ou un truc comme ça. Donc ouais, j'ai eu très très peur quand j'ai quand j'ai acheté mon vélo. Donc là, je suis un petit peu plus détente sur la sécurité, mais au tout début, ouais, je mettais un cadenas sur chaque roue. Il était attaché à un point fixe. Il y a une alarme qui réveille tout le quartier si on le frôle. Et en plus, j'ai caché dedans une puce qui le géolocalise au cas où si on me le vole. Eh ben, la problématique, elle est identique de toute façon aussi pour les utilitaires, hein. Moi, la première, je vois qu'il y a souvent des collègues sur les réseaux qui partagent leurs mésaventures. Ils se réveillent le matin, il y a juste un tout petit trou de percée avec la perceuse, un bon forêt métal près de la poignée, une tige qui permet de lever le levier, et puis la porte de l'utilitaire, elle ouvre et toutes les boîtes d'outils sont vidées. Est-ce que aussi dans la conception des véhicules, il y a des choses qui ont changé pour essayer de les rendre plus sécuritaires à l'effraction? Parce que c'est quand même potentiellement une fin d'activité quand le matin on se réveille, qu'il n'y a plus du tout d'outils, qu'on avait investi toute une vie là-dedans. Est-ce que ça a changé ça? Ça a changé. Ça reste un point de vigilance permanent. Et aujourd'hui, on propose d'ailleurs aux artisans d'équiper, en plus de leur véhicule, de rajouter des lockers pour sécuriser tout ce qu'ils ont de valoriser à l'intérieur de leur fourgon. Donc clairement, dans la gamme aujourd'hui, chez Citroën, tous les véhicules sont connectés. On a dans le pack Connect Plus la possibilité de traquer la voiture et de la retrouver beaucoup plus vite si la voiture était volée. Et puis pour la sécurisation de tout le matériel dans l'espace de chargement, on a la possibilité directement en concession, quand on va commander son véhicule, de demander à rajouter des verrous de sécurité, évidemment. Et puis les équipes travaillent aussi sur la sécurisation du véhicule pour proposer des alarmes, de la super condamnation des portes pour éviter au maximum les infractions. Mais après, on sait que voilà, un véhicule, quelqu'un qui veut vraiment forcer un véhicule, il va arriver avec un matériel parfois consistant, surtout dans les zones un peu calmes. Donc ça fait partie des risques et on se doit de proposer nous des services derrière. Donc ça veut dire qu'on va aussi proposer avec les financements par exemple des assurances de perte de valeur du matériel qui aurait pu être volé au cas où tous les dispositifs physiques n'auraient pas finalement empêché le vol. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a beau avoir un beau volume, un beau véhicule, des options, un siège confortable. Si on sait que juste avec un petit forêt de 5 mm, ça suffit pour ouvrir l'intégralité du véhicule et tout se faire voler, c'est quand même assez contraignant. Et c'est vrai qu'on croit souvent que c'est en campagne qu'il y a le plus de vols, mais souvent, je vois les collègues artisans qui partagent leurs mésaventures. Ils étaient sur un stationnement et puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir le véhicule comme si c'était le sien. Et du coup, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Donc même en ville, on n'est pas tellement protégé quand on est sur le chantier. Et déjà qu'on est garé parfois loin et qu'on n'a pas l'œil sur le véhicule, c'est toujours un petit peu flippant, j'allais dire, de laisser son véhicule et tout ce Justement, matériel. par rapport à ça, toujours encore un argument en faveur du vélo, mais à ma connaissance, là on est une quinzaine maintenant de plombiers sur Paris à faire ce métier en vélo, et à ma connaissance, il n'y en a aucun qui s'est fait braquer son vélo. Il y en a un qui s'est fait voler son vélo pour le vélo, pour la valeur du vélo, ou alors pour les batteries. Nous, les batteries de vélo, c'est ça parce qu'après ça se revend facilement. Mais je me dis toujours que, pareil, si je me mets à la place du voleur, le bénéfice-risque, le rapport bénéfice-risque est plus intéressant. C'est plus intéressant d'aller braquer une camionnette où on sait que pour le coup il y aura vraiment tous les outils, qu'un vélo où le voleur va se dire mais je vais récupérer quoi là-dedans. Donc en fait, ça peut aussi dissuader. Et le fait aussi que je puisse me garer vraiment au pied de l'immeuble là où je travaille. Ou dans les cours, des fois, peut-être. Ou dans les cours, voilà. Des Et comme je te disais, moi, mon alarme, si quelqu'un frôle le vélo, ça réveille tout le quartier. Très souvent, je travaille et j'entends quelqu'un qui frôle le vélo et puis je me dis, et donc, d'abord, ça sonne une première fois pour prévenir. Et si vraiment il y a quelqu'un qui touche le vélo, et là, ça réveille vraiment tout le quartier. Et là, tu vas jeter un œil parce que tu l'entends, en fait. Ton vélo est à côté de toi. Ouais. Désolé pour tous les gens qui habitent à côté de chez Romain. Et de chez moi, parce que des fois, ça sonne aussi. Mais Romain, toi, tu disais justement que tu avais pris des dispositifs pour tracer ton téléphone, avec ton téléphone, etc. Oui. Thomas, tu l'évoquais aussi, que maintenant, les véhicules, ils étaient connectés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, un véhicule connecté? Ça va être pour découvrir un petit peu les entretiens à faire ou c'est vraiment pour adapter, par exemple, je sais pas, la consommation? En quoi ça se traduit? Alors,
Dans les services connectés, on a une offre qui est très large, qui va à la fois s'adresser aux conducteurs. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai acheté un berlingot électrique, je vais pouvoir lancer la climatisation à distance et en ce moment, ce serait très utile. Voilà, Le dégivrage en plein lancer le hiver. dégivrage en hiver, lancer le chauffage, la climatisation en été. Donc, ça fait partie des prestations qu'on va gérer avec les services connectés. On va pouvoir localiser les véhicules, comme je le disais. J'ai garé mon véhicule, je ne sais plus où il est. Pas de problème. L'application My Citroën va me permettre d'être dirigé à pied et d'aller retrouver l'endroit où j'ai À la stationné Fourrière. mon véhicule, en espérant que ce soit pas à la Fourrière. Et puis après, on va avoir aussi des services pour les gestionnaires de parc sur les plus grandes entreprises. Et donc, les services connectés vont leur permettre de savoir tout ce qui se passe sur le véhicule, quel est son kilométrage, est-ce qu'il y a une opération de maintenance, quand est-ce qu'il faut faire cette intervention, cette révision. Donc, on va vraiment du service pour le conducteur, qui va pouvoir aussi planifier son itinéraire avec l'application e-route. Je dois partir demain à Vaux-le-Pénil pour enregistrer un podcast. Et ben, je vais déjà savoir quel va être l'itinéraire que va me recommander la navigation et je vais pouvoir l'envoyer directement au véhicule. Je n'ai plus qu'à le démarrer et la navigation déjà va m'emmener à Vaux-le-Pénil. Donc voilà, et ça c'est les services pour le conducteur. Et puis après les gestionnaires de parc, effectivement, ils vont pouvoir savoir tout ce qui se passe sur leur flotte. Et ça permet aussi d'anticiper la maintenance, d'organiser les plannings et puis de contribuer quelque part à l'efficacité et à la productivité de l'entreprise. Et ça permet peut-être aussi d'avoir des statistiques justement sur les zones fréquentées, la consommation des véhicules, des choses comme ça. Bien sûr, ça permet de suivre la consommation. Et éventuellement aussi de former les équipes à l'éco-conduite, par exemple, quand on s'aperçoit qu'un des conducteurs consomme 15 ou 20% de plus que ses collègues. Ouais, parce que j'imagine évidemment que quand on est dans des bouchons, des choses comme ça, la consommation, elle est vraiment différente de la personne qui va rouler 20 minutes à 80 km/h de façon très régulière. Est-ce que vous avez justement les fameux systèmes qui permettent de couper automatiquement le moteur quand le véhicule est à l'arrêt et du coup d'aider à pas consommer du carburant pour rien ? Tous nos véhicules diesel aujourd'hui sont équipés d'un système stop and start. Dans le cas d'un véhicule électrique, le moteur électrique ne tourne pas quand on est à l'arrêt. Donc effectivement, dans les villes les plus congestionnées, on limite au maximum la consommation de carburant quand on est à l'arrêt. Alors justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des véhicules électriques maintenant qui avaient des grosses autonomies. Alors peut-être que ça dépend aussi du modèle et de la gamme. Quand les véhicules électriques se sont vraiment beaucoup déployés, le constat c'était qu'en fait il n'y avait pas tellement de stations de charge en centre-ville. Est-ce que c'est toujours la même problématique ? Est-ce que ça se déploie ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que l'artisan, quand il prend son véhicule, il ait déjà fait le plein au dépôt juste avant ? Alors on a vraiment tous les cas. Tous les cas d'usage, les collectivités locales en France ont quand même fait des efforts considérables et on est vraiment, par rapport aux autres pays européens, plutôt en avance. Je ne parle pas forcément des pays nordiques comme la Norvège où aujourd'hui 95% des véhicules immatriculés en Norvège sont des véhicules électriques, mais par rapport à l'Italie, en France, on a la chance que dans toutes les villes, il y a des bornes de recharge. Sur toutes les autoroutes, toutes les aires d'autoroute, on a des bornes de recharge à très forte capacité. Donc on a quand même une chance considérable sur ce point-là. Après, dans la problématique d'une entreprise, on va avoir plusieurs cas. C'est-à-dire l'artisan qui rentre chez lui, il habite en pavillon, il se fait installer une wallbox. On propose aussi ça dans la panoplie des services de Citroën. Et quelque part, effectivement, il va charger la nuit. Et puis, il va faire tous ses trajets sur la journée sans aucun problème. Et puis, il se rechargera 2-3 jours plus tard selon la distance qu'il va parcourir. Et puis après, il y a des entreprises pour lesquelles c'est un peu plus compliqué parce que le salarié rentre chez lui avec son véhicule. Il habite dans un endroit où il n'y a pas forcément possibilité d'installer des bornes de recharge. Et donc, ils vont être plus dépendants des réseaux de recharge, que ce soit des réseaux de recharge lente, avec la possibilité de recharger le véhicule pendant la nuit, ou alors des bornes de recharge rapide quand on a besoin de faire un trajet plus long ou de recharger assez vite. Le but, clairement, d'une entreprise, c'est que ses salariés, quand elles roulent en véhicule électrique, ne perdent pas de temps de productivité quand elles sont en train de charger le véhicule. C'est pour ça qu'on propose de la charge rapide sur toutes les gammes, pour que le jour où on doit faire 400-500 km, on va pas passer 25 heures à faire le trajet, quoi. Et qu'on fasse pas un chèque au client pour avoir branché les camions chez lui pendant l'intervention. Exactement. Toi, Romain, tu disais justement que ton vélo, il avait aussi une assistance électrique, c'est Oui. ça ? C'est long pour avoir une charge complète de ta batterie ? Ça se passe comment ? Alors moi, je ramène la batterie chez moi le soir pour la charger. Je la charge pendant la nuit. Je crois que ça doit mettre 5-6 heures, quelque chose comme ça, pour être complètement chargé.
D'accord, donc c'est une assistance, ça t'empêche pas de devoir pédaler, c'est pas Non, un ouais, c'est véhicule pas un véhicule où tu appuies 100% sur la électrique. gâchette et ça avance tout seul comme on en voit beaucoup maintenant dans Paris. Non, je suis obligé de pédaler pour que ça fournisse l'énergie nécessaire pour m'aider à avancer plus Ouais, parce que facilement. Ouais. j'imagine que quand tu as le chauffe-eau qui est devant, et les caisses à outils, si à un moment donné tu as plus d'assistance électrique, Tu peux pas. Tu c'est peux c'est vraiment même pas. pas, ouais, Le vélo est trop lourd et ça sans te parler de ça te monter, ça ouais. te ça Ah te non, c'est coupe impossible. sur place, quoi. Ouais, Et tu as déjà eu justement des soucis techniques quand tu allais sur des chantiers, des pannes qui étaient pas prévues? Tu disais: «Voilà, on m'a déplacé mon vélo, il y a eu le rayon qui s'est cassé». C'est quoi tes plus grosses galères, jusque-là, depuis ton début d'activité? D'un point de vue technique, j'en ai pas vraiment eu parce que justement, j'essaie d'anticiper le plus possible. Je sais que quand j'ai un chauffe-eau, le soir, faut que je prenne ma batterie, que je la recharge. Donc, d'un point de vue technique, non, j'ai pas eu Donc c'est de un véhicule soucis. plutôt fiable, finalement? Ouais, c'est comme pour tout, le danger, c'est les autres, quoi. C'est juste une fois, je me suis fait renverser par un scooter qui remontait une piste cyclable et qui m'avait pas vu. Mais à part cet accident-là, j'ai jamais eu aucun souci avec le vélo. Oui, parce que les véhicules électriques, c'est aussi un danger, c'est qu'ils sont tellement calmes et silencieux. Discret, ouais. Comme tu dis, des fois, il y a des gens qui ont des écouteurs sur les oreilles ou quoi que ce soit, qui sont pas entendus, et du coup, il y a un manque de vigilance de l'environnement dans lequel on évolue. Sur les véhicules électriques utilitaires, il y a un petit bruit qui a été ajouté justement pour prévenir, ou pas du tout? Non, pas plus que sur les véhicules particuliers. Après, il y a quand même un petit bruit de roulement. On entend la motorisation électrique quand on accélère ou quand on décélère, au contraire, et qu'on récupère de l'énergie au freinage. Mais il n'y a pas aujourd'hui de dispositif. On constate pas non plus une accidentologie renforcée liée à l'usage des véhicules électriques, qu'ils Oui, soient puis en ville, il y a particuliers ou tellement de utilitaires. risques entre les trottinettes et tout le reste. Ouais, Euh, faut avoir les yeux partout et du coup je reviens sur l'idée de la petite sono sur le côté. oui, c'est ça, Ça me permet justement de me de te faire faire entendre. avertir. Ouais, effectivement. Et puis sinon il y a la sonnette. Et puis ouais, avoir les yeux partout, ralentir, comme pour un véhicule normal en fait, adapter sa vitesse à la contrainte de la route, quoi. Toi, dans ton quotidien, tu fais surtout du dépannage, du coup, comme chantier, de la petite rénovation peut-être, mais Ouais, c'est ça. Je vais faire, on va dire 90% de petits, de dépannage, quoi. Ça va être du débouchage, de la recherche de fuite, de la réparation de fuite, du remplacement de robinetterie ou de chasse d'eau. Et puis genre des mini chantiers un peu plus conséquents comme un remplacement de chauffe-eau. Ça peut être, une paroi de douche, par exemple, tu la transportes ou tu te fais livrer? je la fais livrer. Ah ouais, je la fais livrer. Souvent, c'est le client qui se la fait livrer, puis moi, j'arrive et je l'installe. Le chantier le plus long que j'ai eu à faire, il a duré une semaine et c'était une personne qui voulait refaire tout son réseau de chauffage et de réseau sanitaire, d'alimentation et d'évacuation, tout en cuivre. Et donc, du coup, là, j'ai ramené le gros chalumeau et je me suis installé pendant une semaine. Mais c'est assez rare, ouais. Je fais surtout du dépannage. Et comment tu gères du coup l'évacuation des déchets? Parce que quand tu dois justement tout changer, j'imagine que ça fait tout de suite un gros volume, c'est pas forcément bien rangé dans des cartons ou quoi que ce soit. Comment tu gères ça aussi? Tu fais récupérer les déchets par un prestataire? Ça se passe comment? Alors, la plupart du temps, ouais, si les déchets sont pas trop volumineux, je les embarque à mon atelier et quand j'en ai suffisamment, après, effectivement, je fais passer un prestataire. Et justement, on en parlait tout à l'heure du fait d'avoir une petite camionnette et d'utiliser de manière ponctuelle des services. Ça, typiquement, c'est quelque chose auquel les artisans peuvent avoir recours dans des grandes villes comme Paris. Avec les véhicules partagés, par exemple? En fait, il y a, par exemple, je pense à une entreprise qui s'appelle les Reapers. Et eux, en fait, ils font le tour de tous les chantiers et ils récupèrent les gravats pour ensuite aller les emmener en déchetterie. Donc ça permet pour un artisan qui est en vélo et qui veut faire que de la rénovation, et que des salles de bain et que des gros chantiers, il peut le faire et s'appuyer sur ce genre d'entreprise pour évacuer les déchets. Oui, parce que finalement, tu payes une prestation qui a un coût, mais toi, ça t'évite de salir le camion, de charger le camion, de perdre du temps au chargement, voilà. de se déplacer jusqu'à la déchetterie, qui va évidemment pas être très accessible et encombré, de payer à la déchetterie le recyclage des déchets, de faire la Exactement. manutention une troisième fois, parce que tu les auras évidemment Mélangés. chargés. Voilà. Donc, en fait, le secret pour pouvoir intervenir en centre-ville, c'est d'avoir un véhicule qui va être adapté à ton activité, mais aussi un bon carnet d'adresses pour pouvoir te faire livrer ou retirer des choses, quoi. Exactement, ouais. Et alors, est-ce que c'est justement parce que tu as vraiment cette volonté de tout faire en véhicule 2 roues que tu fais pas du tout de grosses rénovations? Est-ce que des fois, tu as des chantiers du coup que tu as refusé en te disant non, parce qu'en fait là, il faudrait du véhicule, ça serait compliqué, ou... En fait, comme
comme je vous disais tout à l'heure, moi, je viens d'un univers travail de bureau, voilà. Et quand j'en ai eu marre de faire ce travail, je me suis dirigé vers l'artisanat, vers la plomberie. Et ce qui me manquait, en fait, dans mon ancien métier, c'était le contact avec les gens, le contact humain. Et c'est pour ça que j'adore faire du dépannage, parce qu'en fait, sur une journée, je vais pouvoir faire 4, 5, 6 dépannages, donc je vais rencontrer 4, 5, 6 personnes différentes. Là où sur un chantier d'un mois, si je refais toute une salle de bain, une énorme salle de bain, et ben souvent, on arrive, le truc est nu, et puis le client, il est pas là parce que l'appartement n'est pas vivable. Et donc, il n'y a pas ce petit côté humain que j'aime bien. Le petit, t'arrives chez le client, il te propose un petit café, tu discutes. Ça m'est arrivé une fois pour un changement de joint. Je suis resté, le joint, et je l'ai changé en 10 minutes et on a pris le café pendant 45 minutes. Et on a discuté et en fait, on rencontre des gens. Et c'est ça, moi, que j'aime dans ce métier, c'est rencontrer les gens, les aider, bien évidemment, leur apporter une solution. Mais vraiment, ouais, c'est discuter avec les gens. Ah, c'est une bonne démarche, c'est pour ça qu'on aime les artisans. Après, le bouche à oreille est vivace parce que non seulement il travaille bien, mais en plus il est sympa. En plus, il est cool. Et puis il est sportif, tu verrais ses mollets, il pédale toute la journée. Thomas, pour ce qui est des véhicules, alors on a vu que voilà, ils arrivent à être de plus en plus petits, de plus en plus économes en énergie. Mais est-ce que pour autant, quand on a encore besoin de transporter des grosses charges, je pense à des façadiers, des choses comme ça, est-ce que c'est toujours dans les mêmes capacités qu'avant au niveau du poids? Parce que comme on se dit, voilà, on peut pas y aller souvent en ville, je vais y aller, mais je vais y aller une bonne fois pour toutes, que ça soit en camion fermé, hein, on pense souvent à ça pour les artisans, mais aussi des systèmes plutôt de bennes. C'est quoi les grosses charges des fois que vous avez pu, en retour d'information de vos clients, avoir vu transporter et ouais, vous dites, ouais, quand même là, on est bon parce que faut le porter le truc. Alors, nous, on fait pas de poids lourd, hein, donc nos véhicules, on propose des véhicules avec jusqu'à 4 tonnes de PTAC, 4 tonnes 250 sur les fourgons électriques. Ce qui est déjà considérable. Donc, je suis pas un expert de la charge vraiment très lourde. Ouais. Hein. On n'est pas dans l'univers du truck. Non, mais avant de charger Citroën. 4 tonnes, quand même. Mais voilà, on propose jusqu'à 2 tonnes de charge utile. On propose des bennes, et c'est des bennes qui sont haut tarif Citroën. Ça veut dire que c'est aussi simple à commander qu'un jumper fourgon. Et puis, on va proposer sur ces bennes-là, du coup, la garantie qui a 8 ans. Y compris sur la benne elle-même. Donc ça fait partie des panoplies de services qu'on propose chez Citroën. Mais après voilà, si le jour où vous avez besoin de transporter 5 tonnes, malheureusement on n'a pas aujourd'hui de faut mettre plusieurs camions à la suite les uns des autres. Absolument, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on voit que ce soit un Citroën ou autre, mais voilà, un jumper ça ressemble à un jumper. Hein, voilà, tout se ressemble un petit peu, mais pour autant, est-ce que foncièrement les véhicules ils ont évolué peut-être aussi dans les matériaux qui ont été choisis? C'est vrai que les carrosseries elles sont de plus en plus en matériaux peut-être polymère ou plastique. Ça aussi c'est pour réduire un petit peu le poids du véhicule. C'est même si le nom ne change pas, on voit bien que les gammes elles évoluent. Moi, mon jumper d'il y a 10 ans, il n'est pas du tout pareil que celui qui est exposé actuellement à côté de nous, près du podcast. Ça change foncièrement malgré tout, quand bien même le nom reste identique. Ce qu'on cherche en tout cas à optimiser en permanence, c'est les économies en termes de consommation, que ce soit sur les motorisations électriques ou sur les motorisations diesel, donc, et la charge utile. Donc quelque part, on a un gain en changeant parfois les matériaux qu'on peut utiliser sur des caisses 20 mètres cubes par exemple. On va avoir un gain de poids, on va avoir un gain de charge utile et un gain de consommation quand le véhicule voyage à vide. Donc c'est vraiment effectivement une optimisation permanente avec une maîtrise des coûts néanmoins, puisque et pour autant le structurel doit toujours être aussi solide. Avec évidemment des obligations en termes de sécurité. Nos conducteurs, ils doivent être en sécurité en permanence, leur matériel doit être en sécurité. Donc voilà, il faut toujours trouver le bon compromis entre la charge utile, l'exploitation, le coût d'exploitation du véhicule et puis la productivité de l'entreprise. Et toi, de ton côté, Romain, tu as vu qu'il y avait des évolutions un petit peu dans ces véhicules-là qui peut-être au début étaient plus pour les familles ou pour les travailleurs vraiment urbains, mais qui avaient des petites charges. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus d'offres à destination des artisans qui doivent porter du volume et du poids? Ouais, tout à fait. Ça se professionnalise du côté des vendeurs de vélos. Effectivement, ça a commencé avec la mère de famille ou le père de famille qui emmène ses enfants à l'école. Il y a besoin d'une petite place pour les sacs à dos. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des artisans un petit peu atypiques à l'époque qui se sont dit tiens, si je faisais mon métier en vélo. Par exemple, pour la plomberie, je sais que ça a commencé à Nantes, l'entreprise The Plombier qui s'est lancée parce qu'il y avait les raffineries étaient bloquées et il s'est dit mais je fais comment? Moi, il faut quand même que j'aille travailler. Donc, il a pris son vélo et en fait, il a plus jamais lâché son vélo. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, les marques s'en sont rendues compte et effectivement, par exemple, la caisse que j'ai, moi, elle est pas de la même marque que le vélo. C'est une marque qui a
qui crée que des caisses comme ça pour les professionnels en fonction de l'usage et du métier. Et le vélo que j'ai, moi, c'est un biporteur, donc une roue à l'avant, une roue à l'arrière. Il y a aussi les triporteurs, il y a aussi les long tail, et chaque vélo en fait a sa spécificité, et en fonction du métier qu'on pratique, on peut utiliser tel ou tel véhicule. Et autour de ça, il y a par exemple le programme Marguerite qui s'est créé, et l'objectif de ce programme-là, c'est d'inciter les commerçants et les artisans de toute la France, mais essentiellement ça s'adresse surtout à ceux qui vivent dans les villes, à adapter leur travail avec des moyens de mobilité un peu douces. Alors pas forcément le vélo, hein, ça peut être le scooter, etc. Ils font parler des rippers aussi pour l'enlèvement des gravats. Et en fait, chaque artisan peut aller se renseigner sur le programme Marguerite, dont je suis ambassadeur, et par exemple aller tester différents types de vélos pour voir lequel est le plus adapté à la pratique de son travail. Et j'ai souvent tendance à dire qu'effectivement, un peu à l'image des Nantais de The Plombier, moi j'invite tous les artisans qui ont un petit doute à se dire tiens, pourquoi pas essayer le vélo, à essayer, à tester un ou deux vélos. Quitte à ce que ce soit sur des chantiers ponctuels, mais pas forcément voilà, toute l'année. c'est ça. Et enfin, je vois pas. À Paris, en tout cas, je vois pas. Toi, tu qu'est-ce qui confirmes que ça motiverait fonctionne. à retourner dans une camionnette. À Paris, en tout cas. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Romain, c'est vraiment le sur-mesure quelque part. Je vais acheter un véhicule et puis derrière, la caisse, je vais la faire équiper peut-être chez un autre fournisseur. C'est exactement aussi ce qu'on fait chez Citroën, avec à la fois des véhicules standards, produits en usine, quelques caisses 20 mètres cubes, des bennes, mais on a aussi un réseau de plus de 130 partenaires certifiés par le constructeur sur la France, et qui permettent vraiment de faire le véhicule sur mesure pour le client, avec des nacelles, des bennes, voilà. Et c'est cette offre-là, finalement, elle répond, et c'est ce qu'on cherche à atteindre chez Citroën, c'est de satisfaire 100% des besoins de nos artisans, quels que soient leurs besoins, justement. Et on sait que les besoins, il y a des milliers de métiers différents dans l'artisanat, et c'est ce qui fait ce qui rend cette activité absolument passionnante. Pour la petite anecdote, justement, je suis membre d'une association qui s'appelle les Boîtes à vélo, et donc ils ont tout un annuaire avec tous les métiers qui sont pratiqués à vélo, et c'est phénoménal. Et j'ai essayé d'aller chercher le métier le plus atypique à faire en vélo, et j'ai trouvé qu'il y a un croque-mort. Un croque-mort. Ah, j'étais sûre. Exactement, bien joué, tu savais? J'en ai vu aussi en calèche, figure-toi, à cheval. Ah ouais? Ouais. Et du coup, ouais, voilà. Je suis pas sûre qu'à cheval ce soit plus simple à Paris, par contre. Mais à cheval, à Paris, ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, comme il y a quoi, rien n'est impossible avec un peu corbillard à vélo, d'imagination, ouais. quoi. Ouais, ouais. Tu peux tout faire. Dans l'association, il y a un apiculteur à vélo, et donc il vend du miel cultivé, fabriqué sur Paris avec des ruches parisiennes sur les toits de Paris. Et il me racontait une fois qu'il était un feu rouge, et puis il a vendu un pot de miel à quelqu'un qui était dans sa voiture comme ça. Prochaine étape, faire Paris avec un chauffe-eau. Ouais, C'est montée de Montmartre. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour avoir pris le temps de discuter avec moi sur cette thématique qui est toujours Merci un petit à peu toi. sensible des chantiers en centre-ville. On l'a vu, rien n'est impossible du moment qu'on est bien équipé, que ça soit à 4 roues ou à 2 ou à 3, peu importe. N'hésitez pas à aller sur le site d'RMC, sur toutes les plateformes de podcast, pour revoir, réécouter les précédents épisodes, vous abonner pour ne pas manquer les anciens. Et d'ailleurs, vous êtes abonnés, messieurs. Bien sûr. Bien sûr, ce sont des bons élèves. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!